Donc Thierry, peut-être débuter sur les négociations. Vous titriez il y a déjà une dizaine de jours ou il y a une semaine sur des négociations qui traînent en longueur entre l'Ukraine, les États-Unis, la Russie. Bon, j'ai l'impression que c'est toujours le cas malgré la présentation du plan ukrainien d'il y a 2 jours. Oui, mais il y a des perspectives nouvelles parce que jusqu'à présent, euh, il y avait une donnée implicite qui était que chacun euh, pouvait continuer sur sa propre lancée. On avait l'idée que l'Union européenne est une puissance extrêmement forte et qu'elle était en droit de continuer à soutenir l'Ukraine. Or, aujourd'hui, on sait que le président Donald Trump a décidé de détruire l'Union européenne et de détruire le G7. Alors c'est une nouvelle qui devrait faire la une de tous les journaux. Elle, cette nouvelle, nous la connaissons parce que Defense One, qui est un grand journal militaire aux États-Unis pour tout le secteur militaire, Mhm. Defense One a publié qu'il y avait des versions préparatoires de la stratégie de sécurité nationale du président Trump. Et en lisant ces versions préparatoires, il y avait l'explication de la destruction de l'Union européenne et du G7. Le Pentagone a précisé que ça n'était plus euh, dans aucun document officiel et que voilà, c'était des réflexions personnelles. Voilà. Donc les réflexions personnelles de Donald Trump, c'est qu'il veut plus de l'Union européenne et qu'il veut plus du G7. Donc ça devrait nous faire réfléchir. Parce que l'Union européenne, c'est quelque chose qui a été créé, non pas, comme on le dit, par euh, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, c'est les fondateurs de l'Union européenne, mais c'est quelque chose qui a été créé par la CIA. C'était une annexe du plan Marshall lors de la reconstruction de l'Europe occidentale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était spécifié que tous ces États, s'ils acceptaient le plan Marshall, devraient rentrer dans une coalition qu'on a appelée d'abord la CECA, puis les communautés européennes, puis l'Union européenne. Et au départ, l'Union européenne, c'était une administration fondée sur les anciens collaborateurs du Troisième Reich. Je vous rappelle que Robert Schuman, le fondateur français de l'Union européenne, Mhm. était un signataire aux côtés de Philippe Pétain, dont il était un des ministres. C'était dans les signataires de l'armistice avec le Reich. C'est pour ça que euh, Charles de Gaulle a toujours refusé de lui adresser la parole et ne s'est pas rendu à son enterrement. Il aurait dû être jugé, il aurait dû être condamné. Au lieu de ça, on en a fait un saint. Bon. Euh, L'Union européenne s'est développée, c'est devenu la grande bureaucratie que l'on connaît aujourd'hui, mais elle a conservé sa ligne directrice, puisque aujourd'hui encore, elle représente le programme du Troisième Reich pour la Neues Europa, la nouvelle Europe que voulait Adolf Hitler. Cette nouvelle Europe, c'était une Europe des régions, alors, dans laquelle les régions qui parlaient l'allemand avaient évidemment la suprématie. Mais les autres régions devaient composer cette nouvelle Europe. C'est pour ça que on a créé en France des grandes régions. Avant, il y en avait, euh, je sais plus, une quarantaine, et puis maintenant, il n'y en a plus qu'une vingtaine. Ça,
Ça a été fait par François Hollande, mais c'est le plan nazi de la Nouvelle Europe. Hein. Et il faut savoir que euh, le premier président de la Commission européenne, c'était le nazi qui avait conçu ce plan de Nouvelle Europe pour Adolf Hitler et pour Benito Mussolini. Donc nous sommes maintenant dans ce système qui marche tout seul, et c'est ce système qui va s'effondrer dans les prochains mois. Donc si vous êtes employé par l'Union européenne, vous devez tout de suite chercher un autre job. C'est ça. Il souhaite aussi, semble-t-il, se retirer rapidement de l'OTAN. Hein. Il y a l'Union européenne, il y a le G7, Alors, il y a l'OTAN. Ses collaborateurs ont expliqué qu'il avait l'intention de sortir de l'OTAN à l'été 2017. 27, c'est. 27, oui, pardon, 2027. Donc voilà, de toute manière, c'est une perspective que l'on ne pourra pas modifier. C'est ce qu'il pense et c'est lui qui est le plus fort. Donc vous pouvez dire que c'est un imbécile et tout ça, c'est ce qu'il va faire. Et si vous êtes intelligent, plutôt que de dire que lui ne l'est pas, vous devez vous adapter. Or, c'est ce qu'a fait Volodymyr Zelensky, qui tout d'un coup a déclaré que l'Ukraine ne souhaite plus adhérer à l'Union européenne. Ça, c'est pareil, pas l'Union européenne, à l'OTAN. Ils veulent toujours adhérer à l'Union européenne, mais pas à l'OTAN. Alors pourquoi pas l'OTAN? Tout simplement parce qu'il n'y aura plus d'OTAN. Donc s'il adhère à quelque chose qui va disparaître instantanément, ça ne sert à rien. Il a demandé à la place des garanties de sécurité qui correspondent à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Donc il demande la même chose, mais sous une autre forme. Et il faut comprendre ce que c'est que la fin de l'OTAN. Ça veut dire que les États européens ne pourront plus assurer leur sécurité en s'appuyant sur les États-Unis. Et si nous ne nous appuyons pas sur les États-Unis, nous sommes tout nus. Donc, il faut comprendre que les armées des États européens sont aujourd'hui très faibles, mais très très faibles, y compris l'armée française. Nous avons la bombe atomique, nous avons un porte-avions, mais nous n'avons rien qui nous permette de défendre nos frontières maritimes, de défendre notre sol national. Mais il faut entièrement reconstruire l'armement que nous avons, et il faut surtout, c'est la première chose à faire, il faut développer l'esprit de défense. S'il y avait une guerre, il n'y aurait pas de soldats en France. C'est pas quelques dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes qui vont défendre le pays. Ça n'est pas possible. Il faut que chacun se sente concerné. Or, la plupart de nos concitoyens ne s'intéressent pas à la défense nationale. Donc, c'est une révolution que nous devons faire. Et nous devons la faire maintenant. Alors, il a également spécifié qu'il allait terminer avec le G7. Alors ça, c'est visible, hein, puisque les dernières réunions du G7 ont été abandonnées par Donald Trump, qui a claqué la porte des 2 dernières réunions. Donc même si on ne l'a pas expliqué en détail dans la presse française, c'est un fait. Il y a eu une réunion, d'abord par vidéoconférence à la Maison-Blanche, à laquelle Emmanuel Macron a participé dans une salle séparée. Il n'était pas dans la même salle que Donald Trump, mais tous les deux, par vidéoconférence, y ont participé. Et puis il y a une autre
réunion des chefs d'État du G7 qui s'est tenue au Canada. Et là, il a mis fin à sa participation. Il est parti tout seul à la Maison-Blanche. Il a laissé tomber tout le monde. Donc, il ne veut plus du G7. Ce qu'il veut à la place, c'est une réunion des 5 plus grands États du monde, qui sont la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis et le Japon. Alors ce et le Japon va nous poser des problèmes parce que probablement Donald Trump met le Japon dans cet équilibre pour affaiblir la Chine. Mais nous devons être conscients que le Japon est aujourd'hui gouverné par des gens qui veulent la guerre et qui le disent. Nous ne l'entendons pas ici en Europe, mais la nouvelle première ministre japonaise le dit à chaque intervention. Elle veut la guerre. Et son ministre de la Défense nationale dit la même chose. Il se prépare à la guerre. Donc, pour le Japon, qui a une tradition d'impérialisme militaire absolument terrifiante, faut se souvenir ce que le Japon a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était pire encore que ce que faisaient les nazis. Et le Japon est aujourd'hui terrorisé par l'idée que Taïwan pourrait redevenir, être à nouveau placé sous l'autorité de Beijing. Si ça devient le cas, le Japon n'a plus de microprocesseurs et tout le Japon s'effondre. C'est ça le problème. Ils se moquent complètement de Taïwan, ces gens-là. Mais ils ne se moquent pas des microprocesseurs qu'ils importent de Taïwan. Voilà, c'est le paysage où nous sommes aujourd'hui. Oui. Bon, mais pour l'instant, il y a aussi un conflit au sein même de l'État profond américain, parce que si Trump est sur cette position, il y a encore des combats qui ont lieu en coulisses entre ceux qui sont en effet dans cette logique trumpiste et puis ceux qui restent soit résidus des néoconservateurs, soit qui ne sont pas du tout favorables à ce désengagement américain, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs. Oui, mais vous avez vu que Donald Trump fait ce qu'il souhaite faire et que son opposition se trouve très vite marginalisée. Donc oui, il y a une très forte opposition aux États-Unis à ce programme. Et on l'a vu particulièrement dans le premier mandat de Donald Trump. Il avait le même programme au premier mandat, même si on l'a oublié. Il ne l'avait pas dit clairement, mais il avait laissé entendre que c'est ça qu'il voulait faire. Et je vous rappelle, ce premier mandat, il a été rendu impossible par le revirement du Congrès qui a mené plusieurs opérations pour destituer le président en cours de son mandat. Aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Vous ne craignez pas que les adversaires de Trump attendent les élections des mi-termes pour recommencer le même processus, et les attaques aussi sur l'affaire Epstein, qui montrent qu'ils sont nombreux, qui sont très hostiles encore à Trump? Alors, l'affaire Epstein, il y a cette chose curieuse qu'il y a de nouveaux opposants qui se sont formés au sein du mouvement MAGA, du mouvement de Donald Trump, et qui lui réclament des explications sur ses relations avec Epstein. Mais, alors, un exemple d'ailleurs, c'est Candace Owens, la journaliste états-unienne, qui a publié les éléments de David de Poussard sur l'affaire Brigitte Macron. Donc Candace Owens
mène un combat un peu de côté et s'est retourné contre Donald Trump. Lorsque Emmanuel Macron était venu à la Maison-Blanche, elle était dans les couloirs de la Maison-Blanche et elle a croisé Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, elle n'a plus accès à la Maison-Blanche. Elle est vécue comme une traîtresse par Donald Trump. Et cependant, il lui a fourni une, une protection policière quand la presse aux États-Unis a révélé que les époux Macron avaient lancé un contrat pour faire assassiner Candace Owens. Ça n'a pas été expliqué en France, mais aux États-Unis, un tiers de la presse a répercuté cette information. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par l'affaire Brigitte, vous serez quand même intéressé par le fait que aux États-Unis, un tiers de la presse est persuadé que les époux Macron ont lancé un contrat pour faire assassiner une journaliste états-unienne. Ce mouvement en faveur d'Epstein, enfin, c'est pas en faveur d'Epstein, c'est en faveur de la vérité sur l'affaire Epstein, va probablement s'effondrer lui-même parce que Donald Trump dispose de documents qui montrent la vérité sur cette affaire. Et la vérité, c'est que Epstein était un agent du Mossad et que, en fait, il travaillait pour les sionistes classiques. C'était un agent de l'ancien Premier ministre je ne trouve plus les... Oui, Ehud Barak. Ehud Barak, voilà. C'est un ancien agent d'Ehud Barak. Voilà, les deux hommes se connaissent très bien. Ehud Barak venait dormir dans une des résidences d'Epstein quand il venait aux États-Unis. Et il y a une quantité de documents qui ont été saisis de leur relation qui montrent que Epstein avait une action pour vendre les logiciels secrets d'Israël, notamment tous les logiciels d'interception téléphonique. Alors, lorsque Donald Trump va publier ça, il se trouvera lui-même dans une situation difficile, non pas vis-à-vis de l'affaire Epstein, mais vis-à-vis de ses soutiens sionistes. C'est ça qu'il veut éviter, c'est pas la vérité sur Epstein. D'accord. Alors, quand même, j'entends bien ce que vous dites sur les volontés de Trump. Néanmoins, je vous disais aussi les mi-termes, avec en effet, vous en avez parlé, les oppositions au sein du MAGA. Donc, une partie de la base électorale de Trump aujourd'hui est fragilisée. Donc, est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas, et que ce n'est pas l'espoir un peu des Européens aujourd'hui, c'est attendre, gagner du temps pendant encore un an, et puis espérer que tout bascule à nouveau en faveur des démocrates avec les élections de mi-terme? Oui, c'est leur espoir, mais c'est un espoir très ténu quand même, parce que miser sur l'effondrement électoral de Donald Trump, ça ne leur a pas réussi jusqu'à présent, et je crois que c'est assez méconnaître Donald Trump. Je ne pense pas du tout que son aura soit aujourd'hui atteint. Il a des résultats en matière économique, et c'est ça qui importera. Mais alors, les résultats en matière économique, ils sont mis en cause. Inflation, baisse du pouvoir d'achat. Non. Inflation, oui, mais baisse du pouvoir d'achat, non. Si vous voulez, il y a une musique qui est entretenue par le Parti démocrate pour expliquer qu'il échoue. Mais non, il n'échoue pas. Il est en train de réformer l'économie aux États-Unis. Si Donald Trump n'était pas au pouvoir, les États-Unis se seraient déjà économiquement effondrés. Ce que j'expliquais pendant la campagne électorale de Trump,
C'est ça le vrai sujet aux États-Unis. L'économie des États-Unis ne tenait plus qu'à un fil. C'est un pays extraordinairement endetté. C'est complètement ahurissant ce qu'ils ont Hum, comme endettement. C'est impensable. Si on leur demandait de passer à la caisse et de rembourser ce qu'ils doivent, ils seraient tous instantanément ruinés. Le grand jeu de Donald Trump, c'est qu'il a fait que personne ne va réclamer la restitution des dettes. Au contraire, vous assistez aujourd'hui à un investissement massif des États du Golfe aux États-Unis. Donc cet endettement peut continuer. Et si cet endettement continue, l'économie des États-Unis va continuer à fonctionner. Il n'y aura pas d'effondrement comme lors de la crise de 29. Mais ça aurait pu arriver. Si euh, Joe Biden avait été réélu, ça serait arrivé, certainement. hum, hum. Mais alors, enfin, je termine juste sur ce point pour un peu porter la contradiction, mais aux États-Unis, les élections qui ont lieu ces derniers temps, il y a eu l'élection de New York, mais pas seulement. En Floride, montrent qu'a priori, il y a aujourd'hui une perte du crédit politique du Parti républicain et de Donald Trump. Alors, l'élection en Floride le montre, mais pas du tout l'élection à New York, parce que, Non, non, New York, c'est autre chose. Bon, c'est voilà, New spécifique. York, c'est autre chose. Oui. Donc, oui, il y a une opposition, mais il y a toujours eu des oppositions aux États-Unis. On ne peut pas conclure qu'il y a un renversement comme on essaye de nous le faire croire. Mhm. Bien. Alors, au- en Europe, en tout cas, il y a une partie de ce deep state américain qui a basculé en Europe et qui, lui, reste très hostile à Trump et continue à essayer de bloquer les négociations de paix avec l'Ukraine, gagner du temps et essayer petit à petit de créer des difficultés dans tout domaine à Trump, en particulier sur les négociations de paix. Vous avez écrit un article il y a quelques jours maintenant sur ces négociations de paix. Est-ce que vous pouvez nous dire si depuis il y a eu une évolution et qui irait dans le bon sens? Pensez-vous que les Ouais. négociations vont aboutir entre les États-Unis et la Russie, par exemple? Il y a eu une évolution, mais dans le mauvais sens, Mhm. puisqu'il y a eu la réunion à Berlin où plusieurs Européens étaient présents, mais aussi euh, Volodymyr Zelensky, le président non élu d'Ukraine, et les négociateurs des États-Unis étaient venus. Et dans cette réunion, selon le communiqué final, qui a été publié par la partie européenne, selon le communiqué final, les Européens avaient lâché du lest. À ce moment-là, Zelensky avait admis qu'il ne rentrerait plus à l'OTAN et les Européens avaient admis qu'ils ne jugeraient pas les Russes. Donc, on pouvait penser qu'il allait y avoir une évolution et que les deux parties allaient se retrouver. Mais pas du tout, puisque le lendemain de la signature de Berlin, les mêmes Européens ont signé à Strasbourg la constitution de la commission pour les réparations en Ukraine. Donc, ils ont signé un document pour constituer un tribunal. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient rien accepté. Et après ça, il y a eu la réunion du Conseil européen à Bruxelles. Ça devait être 3 jours après. Et là, ils ont signé un document qui dit, ben, on va euh, à nouveau soutenir l'Ukraine militairement, on va étendre l'OTAN euh, à l'Est, etc. Enfin, la même folie que ce que nous entendons depuis maintenant
plus de 20 ans. Mais, et les États-Unis ont évidemment réagi d'une manière, ont sans doute très, très dure. Donc, la seule perspective, c'est que Vladimir Poutine a essayé de calmer Donald Trump. C'est Vladimir Poutine qui a proposé de rencontrer Emmanuel Macron. Ouais, C'est quand même invraisemblable. Ça ouais. devrait être les États-Unis qui auraient euh, fait baisser la tension, mais non, ce sont les Russes qui ont proposé cette rencontre. Alors, il semble que Emmanuel Macron ne soit pas décidé ni dans un sens ni dans un autre. S'il accepte cette rencontre, il va devoir se mettre à genoux. Mais c'est la seule solution qui est offerte par la Russie pour sauver l'Europe de l'Ouest. Mhm. J'ai du mal à m'expliquer pourquoi tous ces événements que je raconte là n'ont pas été expliqués par la presse française. Ah non, du tout. Du tout. Voilà, mais je vous rappelle que je ne suis pas un journaliste selon la commission paritaire de la presse. Contre l'AFP et France Télévisions sont des journalistes. Oui, voilà, bien sûr. C'est ça. Et qui auront bientôt le label de la vraie et bonne information, Oui, selon mais Macron. ce système va s'effondrer. Et vous savez, nous assistons au dernier moment de l'Union européenne. Donc là, récemment, la semaine dernière, ils ont pris des sanctions contre deux grands journalistes, Xavier Moreau Et Jacques Beau. et Jacques Beau. Alors, je ne sais pas si vous rendez compte qui est Jacques Beau. Xavier Moreau, on peut dire, c'est un double national franco-russe et il a un point de vue russe. Il a les deux points de vue. Il n'a pas un point de vue, il a les deux points de vue. Mais bon. Mais Jacques Beau, c'est un colonel de l'armée suisse. C'est un homme extrêmement respectable qui a un passé dans les services secrets suisses, mais un passé reconnu par les services secrets de l'ensemble des États européens. Vous savez, il a écrit, il y a 20 ans, il a écrit un livre, une encyclopédie des services secrets, qui est encore aujourd'hui une référence pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur. Mhm. Euh, et il a été, il a représenté les services secrets suisses auprès de l'OSCE, l'Organisation de coopération et de sécurité en Europe, et donc il connaît très précisément la situation en Ukraine. Mhm. Et il est sanctionné, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. S'il n'est pas content, il peut faire un appel devant un tribunal administratif européen avec la Cour du Luxembourg. Ça lui coûtera la peau des fesses. Et évidemment, on ne pourra rien prouver contre lui, donc il pourra obtenir la levée des sanctions qui le touchent. Mais aujourd'hui, il y a ces sanctions. Il va devoir déménager parce qu'il habite à Bruxelles. Oui. Il va devoir déménager. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable qui lui arrive. Et à la différence de beaucoup de gens, il n'a jamais pensé que ça pourrait lui arriver. Parce qu'il est suisse et qu'il a cette respectabilité qui est reconnue par tous ses pairs. Mais il a été sanctionné à l'instigation de l'Office de protection de la Constitution de Munich. Il faut savoir que l'OTAN s'appuie sur l'Office de la protection de la Constitution allemande à Munich, non pas l'Office fédéral, mais l'Office à Munich. Et
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette branche munichoise de l'Office était le repère des nazis de Gehlen. Et il y a toujours cette ambiance nazie dans cet office de la Constitution de Munich. Ce sont eux qui ont, par exemple, interdit votre homologue aux États-Unis, en Allemagne. J'oublie tous les noms, c'est effrayant. euh, Là, je vois. Bon, il y a un grand journaliste en Allemagne qui avait un public très très large de plusieurs, je crois 17 millions de gens qui le Mhm. regardaient chaque semaine sur Internet, et on l'a obligé à fermer sa chaîne. Oui. On l'a arrêté avec ses collaborateurs. Enfin, une histoire complètement folle. Finalement, on l'a relâché. Un tribunal administratif a dit que tout ça était une folie sans aucun fondement, et il s'est lui-même exilé en Suisse. Donc, cet affrontement entre l'Union européenne, l'OTAN et les gens qui souhaitent la liberté, il n'est pas uniquement à Bruxelles, ici en France, il est aussi en Allemagne et dans d'autres États de l'Union européenne. Dans les, les mois qui vont suivre, les États-Unis vont s'appuyer sur 4 États de l'Union européenne. Sur l'Italie, vous connaissez les liens entre euh, Giorgia Meloni et, et Donald Trump, mais aussi sur la Pologne, c'est très important pour eux. Parce que la Pologne, c'est ça sera la, la colonne vertébrale sur laquelle les États-Unis vont faire une zone entre la Russie et les timbrés de l'Europe occidentale, dont nous faisons partie de ces timbrés. Voilà. Mhm. Donc il va y avoir cette, cette zone tampon sur laquelle il va s'appuyer et qui va se développer à la place de l'Allemagne. Donc aujourd'hui, vous avez un Premier ministre, Donald Tusk, qui est un agent allemand, c'est très officiel. Ça a été dit par des hommes politiques polonais, que c'était un agent secret de l'Allemagne. Ah oui? Vous savez que Donald Tusk, euh, pendant la période soviétique, à l'époque du pacte de Varsovie, et a été passer ses vacances avec la famille d'Angela Merkel. Donald Tusk et Angela Merkel, enfants, se connaissaient. Ça paraît impossible, mais une famille allemande et une famille polonaise se retrouvaient pour les vacances, même s'il était interdit de circuler à l'intérieur du pacte de Varsovie. Eux, ils avaient ce privilège. Mhm. Et aujourd'hui, Tusk continue, comme il a été formé, à défendre les intérêts allemands. Ouais. Et le, la nouvelle présidence polonaise est au contraire du côté des États-Unis. Euh, Et bien un, sûr, vous avez la Hongrie qui est du côté des États-Unis. ouais. Un acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est Zelensky, c'est l'Ukraine. Oui. Alors, là, la position de Zelensky, elle est très difficile, hein, puisque avant son élection, c'était un histrion, un- un humoriste qui savait amuser les foules et qui menait sa carrière en Russie, non pas en Ukraine, hein, il menait sa carrière en Russie. Mais cet humoriste, tout en menant sa carrière en Russie, euh,
faisait des affaires. Alors comme il touchait de l'argent en Russie, mais qu'il était de nationalité ukrainienne, il plaçait tout son argent dans des paradis fiscaux. Ça a été montré par les Pandora Papers. Donc, par exemple, il s'est acheté une grande propriété en Italie, etc. Mais, si vous voulez, c'est un petit escroc, hein. Euh, et il a fait sa progression en Ukraine grâce à un oligarque ukrainien qui était, lui, le, le chef de la mafia juive sur place. Il y a une très Mhm. forte communauté juive en Ukraine, puisque c'est l'Ukraine, enfin, une partie de l'Ukraine faisait partie de l'ancien empire khazar, l'empire juif qui a vécu au Moyen Âge. Donc euh, euh, ce Zelensky, protégé par cette mafia juive, a joué un rôle euh, avec son feuilleton serviteur du peuple, où il joue un- un professeur des écoles qui est élu président de la République et qui combat contre la corruption. Alors, évidemment, c'est un peu bizarre de combattre contre la corruption quand on a plaqué son argent à l'étranger, mais euh, il a été élu. Il a été élu pour lutter contre la corruption et il a été élu euh, pour faire la paix dans le Donbass, puisque son prédécesseur, Poroshenko, avait lui aussi euh, été favorable à la paix dans le Donbass, avait brutalement changé d'avis quand l'équipe de Joe Biden, et particulièrement Madame Victoria Nuland, s'était rendue pour lui dire de soutenir les néo-nazis, de soutenir les nationalistes intégraux qui étaient en Ukraine. Ce qu'il a fait dans la journée, hein. Il y a eu une grande manifestation contre lui, il y a eu des blessés, c'était un truc terrible, et terrorisé, il a changé d'avis. Mais donc Zelensky a été élu pour mettre fin à cette guerre. Ouais. Donc une nouvelle fois, on a envoyé Victoria Nuland et une nouvelle fois, le président ukrainien a changé d'avis. Aujourd'hui, il a organisé un système de corruption généralisée et de corruption dans la tradition ukrainienne. C'est-à-dire c'est une corruption avec euh, des dessous de table qui sont demandés pour chacun des contrats de l'État. Donc cette corruption, elle est apparue au grand jour lorsque les États-Unis ont décidé de la révéler. C'est l'opération Midas dont vous avez déjà parlé, Oui. l'opération Midas où tout l'entourage proche de M. Zelensky a été arrêté, sauf Andriy Yermak, son bras droit, le, le- le directeur de l'administration présidentielle, qui lui est resté libre, mais qui a démissionné brutalement. Alors, il faut se rendre compte qu'il a démissionné, mais en fait, il est toujours là. Il n'a plus le titre de directeur de l'administration présidentielle, mais il est toujours dans les locaux, dans le palais présidentiel Mhm. ukrainien. C'est une mise en scène. Et s'il devait partir, alors il a dit qu'il rejoignait le front, mais c'est pas vrai, il est au palais présidentiel. Oui. Est-ce que vous imaginez qu'il va rejoindre le front et se faire tuer? Bon. Et il y a une autre personnalité qui a pris la fuite et qui est revenue maintenant en Ukraine, c'est le ministre de la Défense, qui est un Tatar de Crimée, euh,
Et ce ministre de la Défense a un profil un peu différent puisqu'il ne fait pas partie de ce réseau de corruption. Enfin, on ne sait pas très bien, mais il ne semble pas en faire partie. Et par contre, lui, il a une longue tradition de travailler avec la CIA. Voilà, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'il travaille avec la CIA. Voilà, donc Zelensky est tenu fermement par les États-Unis. Mhm. Et lui devrait normalement accepter ce que les États-Unis vont lui demander. Et je crois que sa fonction aujourd'hui est de proposer des portes de sortie aux Européens de l'Ouest. Ce sont eux les vrais responsables de cette guerre. Mhm. Oui, oui, mais le raisonnement se tient parfaitement, Thierry Messon. Bon, bah écoutez, très bien. Sur ce point, sur ces sujets, je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais peut-être dans cette seconde partie et dernière de nos échanges aujourd'hui, Thierry, que vous nous parliez un petit peu aussi du Venezuela, parce que vous connaissez bien la région, vous connaissez bien le Venezuela, et ce blocus maritime, ce risque d'escalade éventuellement avec la Chine, la Russie, et entre la Chine, la Russie et les États-Unis. J'aimerais un petit peu votre analyse globale de l'évolution de la situation. Je connaissais bien le Venezuela à l'époque d'Hugo Chavez, dont j'étais Oui. proche. Mais euh, j'ai des relations distendues avec Nicolas Maduro. Donc, il faut comprendre que Maduro n'est pas de Chavez. Mhm. Alors, c'est un homme de très bonne foi, je ne veux pas du tout en douter. Si c'est quelqu'un qui essaye de poursuivre la révolution de Chavez, mais c'est comme les gaullistes avec De Gaulle, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de gaullistes en France. Non. Voilà, même si il y a un très grand nombre de gens qui se réclament de De Gaulle. Voilà. Mhm. Et le problème du Venezuela, c'est que, en fait, on ne peut pas remplacer Hugo Chavez, hein. C'est un homme qui, tous les jours, avait une idée nouvelle. Mhm. Bon, c'était vraiment la révolution permanente. Au contraire, Nicolas Maduro se contente de prolonger ce qu'a fait Chavez, Mhm. et non pas tous les jours d'inventer quelque chose de nouveau. Donc il doit faire face à une opposition euh, vraiment très très dure de l'ancienne classe dirigeante du Venezuela. En fait, vous savez, c'était un pays où il y a une petite classe sociale. C'est tous d'anciens Européens, des gens qui sont issus de la colonisation. Et il y a une grande masse de, de gens qui étaient là avant la colonisation. Voilà. Et cette grande masse, qui est traditionnellement chaviste et qui aujourd'hui euh, soutient le président Maduro, cette grande masse est un peu ballottée par les événements. Mhm. Euh, donc la particularité du groupe qui mène son combat contre le chavisme, c'est d'abord de défendre des intérêts financiers. C'est vraiment une guerre des riches contre les pauvres. Mhm. Et Chavez a augmenté le pouvoir d'achat des, des Vénézuéliens tout en acceptant de baisser la production pétrolière. Alors comment il a fait? Il l'a fait en rendant le peu de pétrole
qu'il a continué à extraire rentable. Parce que l'élite au pouvoir volait le pétrole au fur et à mesure qu'il était extrait. Les dirigeants de la société pétrolière étaient tous des mafieux, mais tous. Donc ils ont été successivement remplacés. Et il a fallu du temps pour trouver des gens honnêtes pour tenir cette maison. Lorsque Chavez a pris le pouvoir, il n'y avait pas de gens sur lesquels il pouvait s'appuyer, qui avaient les connaissances nécessaires. Toutes les élites étaient acquises au système précédent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, Maduro n'a pas réussi à relancer l'extraction pétrolière. Mhm. Et au contraire, elle a même continué à baisser. Donc, il y a une crise économique auquel enfin, auquel il ne parvient pas à apporter de solution. Et cette solution, elle ne peut venir que par la formation d'ingénieurs qui lui manque. Et il y a là si vous voulez, si on compare à ce qui s'est passé avec la Révolution française ou la Révolution d'octobre, euh, En Russie. oui, en Russie, toujours on a formé des techniciens. Mais le Venezuela ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il paye ça. Donc, il y a des groupes criminels qui se sont développés. Alors, il y en avait par le passé, c'est pas nouveau, Mhm. mais ces groupes criminels se développent d'autant plus que l'État est faible. En Venezuela, l'armée est forte, mais l'État est faible. S'il n'y a pas d'armée, tout s'effondre. Il y a un culte qui est rendu aujourd'hui par les militaires au souvenir de Chavez. C'est très impressionnant là-bas. Et je pense que on n'a pas assez encouragé ce culte. Vraiment, l'armée, c'est le dernier rempart de l'unité nationale. Mhm. Ça, c'est pour donner un peu le cadre. Ouais. Donc, ce que Donald Trump essaye de faire, c'est de lutter contre les réseaux criminels. Mhm. Mais il lutte contre ces réseaux criminels alors que lui-même a un lourd passé. Pendant son premier mandat, euh, bon, déjà, il ne savait pas bien qui était qui quand il a pris le pouvoir. Si des gens disaient qu'ils voulaient le soutenir, bah, il les prenait avec lui. Puis il les Mhm. renvoyait au bout d'un moment en constatant qu'au contraire, c'était des ennemis qui s'étaient infiltrés dans son camp. Et à un moment, il a fait venir des néoconservateurs, des sionistes révisionnistes qui ont prétendu le servir alors qu'il luttait contre lui. Et notamment, il a fait venir Elliot Abrams, le, le grand patron des sionistes révisionnistes, celui qui a été condamné aux États-Unis à de la prison et qui a été gracié pour son rôle dans l'Iran Gate. Donc, Elliot Abrams, qui a mis au pouvoir la coalition de Benjamin Netanyahu actuellement en Israël, et il l'a nommé, donc, pendant le premier mandat, responsable de la politique à la fois de l'Iran et du Venezuela. Voilà. L'Iran qu'il connaissait à cause de l'Iran Gate, comme ça, un Ouais, passé tout à fait. très douloureux. Voilà. Mais
il s'est occupé du Venezuela alors que donc il avait un passé. L'Iran Gate, c'est des armes euh, israéliennes vendues à l'Iran et après exportées en Amérique centrale pour lutter contre les sandinistes. Voilà, et c'est fait par l'Iran pour dégager la responsabilité du président des États-Unis et effacer les traces devant le Congrès. Et donc ce Elliott Abrams a préparé l'invasion du Venezuela sous le premier mandat de Donald Trump. Ça n'a pas eu lieu parce que Donald Trump l'a destitué la veille de cette invasion. La veille. Mais les Vénézuéliens considèrent toujours que les États-Unis sont cet ennemi potentiel et que Donald Trump aurait pu donner l'assaut contre eux. Alors, à mon avis, ils n'ont pas compris ce problème interne de l'administration des États-Unis. Pourtant, Nicolas Maduro a eu des contacts avec l'administration de Donald Trump. Il est même aujourd'hui question qu'il rencontre Donald Trump. Oui, oui, tout à fait. Ça serait une explosion, hein, mais c'est tout à fait possible. Et Donald Trump a eu le même type d'attitude avec la Corée du Nord. Il a lui-même mis fin à l'antagonisme avec la Corée du Nord en rencontrant Kim Il-jong. Donc, c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, l'administration Trump bombarde des navires en haute mer. Ce sont des actes de guerre. Alors, contre qui? Lui dit qu'il a bombardé uniquement des navires de narcotrafiquants, mais on ne sait pas. Peut-être il a bombardé des navires qui n'avaient rien à voir et qui passaient là le mauvais jour au mauvais endroit. Mais au cours des dernières semaines, Donald Trump a fait quelque chose de très surprenant. Il a intercepté un supertanker vénézuélien, Ouais. plutôt, enfin on ne sait pas quel était son pavillon, mais il était chargé de pétrole vénézuélien. Il allait amener ce pétrole au Moyen-Orient pour l'Iran et pour le Hezbollah libanais. Alors, quand il a arraisonné ce supertanker, il y a eu quelques jours, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, mais là, c'est officiel, ce bateau ne sera pas restitué, en tout cas pas tout de suite, et cette cargaison est gelée. Mais le Venezuela a introduit une plainte devant le Conseil de sécurité en faisant remarquer que ce supertanker a été arraisonné en raison d'une loi états-unienne, mais d'aucune loi internationale. Ouais. Ce n'est pas le Conseil de sécurité qui a sanctionné ce chargement. Ce sont seuls les États-Unis. Donc ils ne sont pas en droit d'arrêter ce navire. Alors, voilà, c'est à mon avis la première faute que commet Donald Trump dans ce dossier. Bon, on verra. Si vous voulez, Donald Trump a commis d'autres fautes dans d'autres dossiers, notamment vis-à-vis de Gaza. Mais chaque fois, quand il commet ce genre de choses comme
comme c'est le western. C'est le western moderne. Voilà. Mais chaque fois qu'il fait ce genre de choses, après, il fait des pas en arrière. Oui, c'est vrai. On verra ce qu'il fera là. Hmm. Hmm. Bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, de l'actualité, moi, telle que je voulais vous interroger aujourd'hui. On vous sollicite déjà en ce lendemain de Noël, mon cher Thierry. Si vous voulez ajouter quelque chose sur un point, n'hésitez pas. Et sinon, de toute façon, on se retrouvera le 9 janvier au plus tard pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, il y a ces informations. Vous persévérez dans l'idée que non seulement Trump liquide l'OTAN, ou en tout cas veut se retirer de l'OTAN, mais Oui, veut liquider et G7 oui, et, mais vous devez et savoir l'Europe. que oui, il va se retirer de l'OTAN, mais les Britanniques ont déjà prévu la structure suivante. Ouais, Donc, eux, ils ont constitué une OTAN au sein de l'OTAN, avec tous les États de la mer Baltique, plus l'Ukraine, qui pour le moment est associée à cette ouais. entité, mais qui va, dans leur esprit, rejoindre cette nouvelle OTAN. Alors, la question se posera pour la France, est-ce que la France va rejoindre les Britanniques dans cette nouvelle OTAN, ou est-ce qu'elle va enfin reprendre son indépendance? Et voilà. Si elle reprend son indépendance, elle devra se réarmer. Oui, 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 mais en tout cas, la France, c'est vrai, pour le moment, est dans un suivisme vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et on le doit beaucoup à Macron, d'ailleurs. Oui, non, on le doit pas simplement à Emmanuel Macron, on le doit à ses prédécesseurs aussi. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait rentrer la France dans le commandement intégré. Oui, Et tout à fait. euh, euh, François Hollande qui l'a fait rentrer dans différentes instances de l'OTAN. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben voilà des perspectives pour la suite. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas en, en 2026, Thierry. Oui, on ne va pas s'ennuyer, mais surtout on doit se préparer à des changements très importants, des changements structurels. Ouais. Nous ne savons pas comment l'Union européenne va évoluer, mais nous voyons qu'elle va se déliter, que des États vont refuser de continuer avec l'Union européenne. Déjà, vous savez, le, ce qui a été signé pour la saisie des avoirs russes. Bon, jusqu'à présent, ils étaient gelés. Mais l'Union européenne a l'intention de les saisir et de les utiliser pour continuer la guerre en Ukraine. Donc, l'Union européenne a adopté une décision en ce sens. Cependant, trois États menés par la Hongrie ont refusé cette chose-là. Donc, au moment où nous parlons, le Conseil européen ne peut plus fonctionner parce que il ne peut pas prendre à la majorité qualifiée des décisions de cette nature. Ça nécessite l'unanimité. Et au moment où nous parlons, la Commission européenne et le Conseil européen ont violé l'unanimité de l'Union européenne. Donc, nous n'avons pas encore vu l'application de cette décision. La décision a été prise, elle a été signée. Donc, il va y avoir un délitement de cette Union européenne. Est-ce que nous allons rester sur le radeau de la Méduse ou est-ce que nous allons le quitter avant qu'il coule? Et peut-être, sur le radeau de la Méduse, souvenez-vous, les, les naufragés s'étaient dévorés entre eux. Qu'est-ce que nous allons faire, nous?
C'est ça qui va se passer cette année. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.